Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Up and Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OKC. C'est Pierre qui vous parle et je suis très heureux de vous retrouver à quelques jours maintenant du début de la saison. Ça y est, ça arrive enfin, oui, on peut le dire, enfin le Thunder va débuter sa saison en tant que champion en titre. Et avec moi, pour continuer cet arc preview qu'on a débuté il y a maintenant 2 semaines avec 2 épisodes, Tom et Charlie, comme d'habitude, comment ça va les gars? Bah écoute, ça va nickel, hein. Dernier épisode avant le début de saison. La hype commence vraiment à monter. Très très impatient de voir ce premier match contre les Rockets. Et toujours content d'être ici pour un épisode un petit peu plus chill à l'aube du début de saison. Ouais, ça va. Très bien, très bien. Dernier épisode de notre arc preview et après on va voir du basket. On va se battre contre Houston, donc ça va être cool. Ouais, après, il faudra voir qui y a sur le terrain. Côté OKC, Ouais. il y a pas mal d'incertitudes. Je Il suis y pas aura très Shea. serein. C'est bon, il y Ouais, aura Shea. Tout va il y bien. aura, il y aura Shea, normalement il y aura Chet, mais après le reste, on verra Ouais. qui c'est qui y a sur le terrain. Peut-être Ousmane Dieng en mode game winner. Peut-être qu'on C'est ce a. que j'allais dire. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Peut-être gagner des minutes pour le premier match, là, récemment. Peut-être, On hein. verra. C'est possible, hein. Effectivement, épisode un peu plus chill après une preview de 3 heures la semaine dernière qu'on vous invite à aller écouter ou à finir ou à je sais pas où vous en êtes, mais voilà, on a été très complet sur la saison à venir, forcément, avec aussi auparavant la FAQ, on avait répondu à toutes vos questions, donc allez écouter tout ça pour être fin prêt pour la saison qui débute, même si on a des incertitudes sur qui sera là au premier match, effectivement, sur les blessures, mais voilà, on a essayé d'être complet le plus possible. Et pour compléter un petit peu ça, aujourd'hui, un épisode qu'on n'a jamais fait, mais qui ressemble un peu à l'épisode Dilemme en soi, mais qu'on n'a jamais fait sous cette forme, inspiré de, il faut rendre à César ce qui est à César, mais du podcast de Choose qui s'appelait, je crois, de Don to Dunk, où en gros, là on l'a appelé Pick the Player, mais en gros, on va se poser des questions sur la saison à venir et on va devoir choisir entre un ou plusieurs joueurs, si ça correspond. J'ai un exemple pas du tout réaliste, c'est par exemple qui va mettre le plus de points l'année prochaine entre Shea et Ousmane Dieng, justement. Shea, et du coup pourquoi? Voilà, on va essayer de parler de ça. Donc on va essayer de se poser des questions un peu, pas dures, mais un peu chaudes dans le débat, ou en tout cas où on peut vraiment discuter de qui fera le mieux et de nos pronos, quoi. Parce que si on est d'accord directement, comme la question que je viens de dire, effectivement, ça perd un peu sens. Donc voilà, vous allez très vite comprendre comment ça va se dérouler. Et avant de commencer et de laisser la parole à Charles-Élie qui va nous délivrer toutes ces petites questions, n'hésitez pas à vous abonner partout, toutes les plateformes d'écoute, voilà, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, etc. Voilà, donc pour suivre la saison qui arrive avec nous, encore une fois, on vous propose le même suivi que d'habitude au minimum, donc n'hésitez pas à nous suivre partout. Et puis voilà, il est temps d'y aller. Promis, on fera pas 3 heures cette fois. Je dis ça au début, mais normalement on fera pas 3 heures. Charles-Eddy, à toi la parole. On va te laisser la parole, animer même d'un peu ces questions pendant un petit moment. On a à peu près 5 chacun, donc je vais te laisser commencer pour tes 5 questions. Et puis avec Tom, on se met en mode pronostiqueur, parieur, et voilà. Eh ben allez, honneur aux plus jeunes. Pour commencer, les gars, on va parler temps de jeu. Et je vais vous poser la question suivante. Qui jouera le plus de minutes, Isaiah Joe ou AJ Mitchell? Sachant que Joe était à 21 minutes l'an dernier et Mitchell pour sa saison rookie, sachant qu'elle a été truffée par une blessure, il était à 16 minutes par match. C'est un débat qu'on a eu beaucoup la semaine dernière, ça. Déjà un petit peu. Ouais, mais là, il faut trancher. Il faut surtout pronostiquer. Alors, je pense que, on va dire, si les deux sont à 100% à la première semaine et à l'opening night, etc., je pense que Joe a plus de minutes à ce moment-là. Et je pense que au bout de quelques mois, la tendance pourrait s'inverser. Donc la moyenne, ça va être chaud de cadrer un petit peu ça, sachant que je pense qu'aussi si un Topic revient, peut-être que celles de Mitchell et de Joe vont diminuer aussi, etc. Je sais qu'on a dit beaucoup de bien de Mitchell et beaucoup de moins bien de Joe, si je peux dire, la semaine dernière. Mais je pense que Joe aura quand même toujours une vingtaine de minutes au fil de la saison, parce qu'on l'a déjà dit maintes et maintes fois, son profil est trop important et atypique, genre, si je peux dire ce mot-là, dans le roster. Et que Mitchell va s'en approcher et que ça va être à la lutte tout le long, mais que Joe aura peut-être 30 secondes d'avance en moyenne, si je peux le dire comme ça. Et ouais, je vais mettre Joe quand même devant. Tom? AJ Mitchell.
Ah Bah, bien oui, sûr, Pour rester, c'était sûr. pour rester cohérent avec ce que j'ai dit en preview, c'est mon joueur à suivre de la saison. Donc forcément, je mets Jay Mitchell. Alors je suis d'accord avec Pierre sur le fait que Isaiah Joe aura plus de temps de jeu en début de saison par rapport au statut qu'il a en régulière. Effectivement, il a plus de 20 minutes l'an dernier. Donc oui, il a quand même un rôle dans cette équipe et un profil qui est unique dans le roster d'OKC. Mais ça devrait s'inverser un peu au fur et à mesure de la saison. Mitchell, je pense que son temps de jeu va monter de plus en plus et je crois beaucoup en une progression d'AJ Mitchell cette année. Je pense d'autant plus que si AJ Mitchell prend plus de volume à 3 points et garde une bonne efficacité, le profil d'Isaiah Joe devient moins utile pour le coup. Donc, s'il tire encore à 38% en prenant 2 de plus, oui, effectivement. Ah ouais. Mais c'est ce qu'on avait vu avec Aaron Wiggins, par exemple, l'an dernier, qui a monté son Ouais. volume, mais qui a gardé quand même une vraie efficacité. Donc, si AJ Mitchell est capable de faire ça, pour moi, il n'y a pas de question. Maintenant, si AJ Mitchell, ça reste un shooter de petit volume, bon, là, ça devient un peu plus débattable. Mais je reste cohérent avec ce que j'ai dit en preview. Moi, je crois beaucoup en AJ Mitchell, donc, et un peu moins en Isaiah Joe, entre guillemets, même s'il va quand même être utile. Mais voilà, je choisirais AJ Mitchell. Moi, pour répondre rapidement, je pencherais quand même plus pour Joe, parce qu'il ne faut quand même pas négliger son rôle en saison régulière. Par contre, en playoff, je pense que c'est vraiment là que la tendance peut s'inverser. Et ça va surtout dépendre de l'adresse à 3 points de Mitchell et surtout de sa capacité à bien défendre. Parce que si c'est un profil comme Joe qui se fait bouffer en défense, en playoff, il n'aura pas non plus de gros temps de jeu. Donc, Après, je me permets on est très optimiste Ouais. sur Joe, sur Mitchell, mais alors c'est parce que c'est un rookie. Après, ça se trouve, en Mm. augmentant le volume, il y aura plus de déchets, il y aura des moins bons pourcentages, etc. Mais oui, effectivement, il a quand même une marge de progression bien supérieure à celle de Joe, qui il n'est pas si vieux que ça, mais on a quand même l'impression qu'il c'est un joueur fini depuis quelques temps au OKC, et ce qui est un peu frustrant parce qu'on aurait aimé qu'il passe un cap un peu plus dans la régularité. Passer pas d'un match à 7-3 points à un match à 0 où on le voit pas du tout, quoi, parce que c'est des fois un peu le cas. Pas en termes d'adresse, mais en termes de prise de responsabilité. Mais on aille beaucoup AJ Mitchell, mais il y a quand même du chemin à faire des deux côtés du terrain. Il y aura du scouting un peu plus fort sur lui. Il y aura peut-être plus de balles en main, donc plus de déchets, plus de choses à gérer. Donc il y a du chemin encore. Voilà. On ne veut pas non plus être trop hype dès le début. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, mais je pense qu'en fait, c'est surtout son style de jeu un petit peu intrépide qui fait un petit peu dire ça, qui augmente un petit peu la hype. Bon, je me permets d'enchaîner avec un thème qu'on a aussi abordé pendant la preview, c'est les lancers francs. Selon vous, qui provoquera le plus de lancers francs? Chet Holmgren ou Jalen Williams? Alors, sachant que Chet était à 4,2 l'an dernier et J-Dub à 4,3, donc quasiment la même chose. Qui prend le dessus sur l'autre en termes de provocation de lancer selon vous, les gars? Vas-y, Tom. C'est pas facile. C'est pas facile parce que, tu vois, d'instinct, si tu regardes juste les postes, t'as envie de dire Chet. Mais vu le cap qu'a passé J-Dub en provocation de lancer en playoff, la question peut se poser. Ça dépend de comment Chet va jouer. Est-ce qu'il va recommencer à jouer du bully ball comme il faisait les 10 premiers matchs de la saison dernière où il agressait le cercle comme un dératé? Ou est-ce qu'il va être utilisé un peu plus au périmètre, un peu plus en joueur fin de chaîne, mais du coup qui sera moins provocateur balle en main? Au final, je vais quand même rester sur la tendance playoff et mettre J-Dub parce que je pense déjà que s'il veut confirmer son statut de All-Star / All-NBA, etc., il faut qu'il continue sur cette voie-là et que ce soit un mec qui provoque beaucoup de lancers. Tu vois, les un peu plus de 4 de l'an dernier, il y a une progression, mais c'est pas suffisant pour un joueur de ce calibre-là et il doit monter encore un peu. Là où en playoff, il en provoquait combien en playoff? Il en provoquait Il était à plus de 6 sur les playoffs et plus de 8 sur les phases finales. Ouais, c'est ça. Donc, J'ai 5,6 en playoff pour J-Dub. Ouais, 5,6. 5,6 moi aussi, ouais. Mais voilà, il y a quand même eu une hausse à ce niveau-là. Moi, je veux le voir à peu près à 5 lancers en régulière, provoqués par match. Tout dépend des match-ups. Mais voilà, je partirai plus sur J-Dub au vu de l'évolution qu'il est en train d'avoir. Là où Chet, c'est un peu plus... c'est entre la régulière et le playoff, ça n'a pas trop bougé, même s'il a une régulière tronquée. Je ne sais pas si ça augmentera énormément. Ouais, j'ai envie de suivre cette tendance-là parce que le facteur playoff en fait rentre en jeu où Chet n'a pas bougé. Alors ça pourrait presque être encourageant parce qu'il a eu autant de lancers francs en étant moins en forme et en drivant moins et en faisant moins de choses. Donc on pourrait se dire que il avait quand même trouvé quelque chose pour provoquer des fautes. Mais J-Dub, lui, a passé un cap immense et on espère qu'il va garder ce cap-là passé et pas faire un petit retour en arrière avec la blessure, etc.
Donc j'ai envie que ça soit quand même de partir sur J-Dub, en plus parce que c'est un meilleur shooter de lancer franc. Donc j'ai envie que ça soit lui qui en prenne plus. Même si c'est pas fou les deux, ils sont en dessous de 80% les deux et c'est assez proche, mais J-Dub est un peu meilleur. Après, Tom a dit pour le poste, c'est plus logique que ce soit Chet. Bah, ça dépend comment tu l'utilises, quoi. Parce que si ça devient vraiment juste un finisseur ou un joueur qui joue au large et qui balle en main, comme on l'a dit la semaine dernière, au final est vite en difficulté et peut pas faire grand-chose, tu vas pas provoquer 10 000 fautes, quoi. Ou alors ils viennent faire faute quand t'es sous le cercle pour ta finition, ils viennent te sabrer, mais c'est tout, quoi. Donc un J-Dub qui drive de plus en plus, qui a de plus en plus d'impact physique aussi, qui a de plus en plus la balle en main, j'y crois un peu plus pour aller provoquer des fautes que Chet, où cet aspect-là, on a du mal, nous, à le concevoir un petit peu, ou en tout cas à le voir se développer énormément, balle en main, création pour lui-même, etc. Ben, je m'aligne quand même avec ce que vous venez de dire, sachant que dans la preview, J-Dub était mon joueur à suivre et j'avais énormément axé sur la provocation de lancer et un petit peu voilà, le changement de style de jeu de J-Dub. Même si Chet, voilà, s'il a envie, si, comme tu l'as dit, Tom, il se met à attaquer en mode bully ball, ça peut être, il peut avoir une grosse progression là-dessus. Donc j'enchaîne. Cette fois, les gars, vous avez le choix entre 4 joueurs. Donc réfléchissez bien. On va parler de deflections. Voilà. Quelque chose dans lequel OKC excelle. Voilà. Je vais vous demander de choisir entre ces 4 joueurs, pardon, qui fera le plus de deflections entre Shai, Wallace, Caruso et J-Dub. Sachant que Wallace était premier l'an dernier avec 3,6, Caruso et J-Dub étaient à 3,5 et Shai un petit peu plus bas à 2,8. Mais on est quand même sur 4 top players en termes de deflections. C'était à peine serré, quoi. C'était. C'est Vas-y, je prends la main cette fois, Tom, mais en fait, pour moi, là, ça va être une question de temps de jeu entre Caruso, Wallace et pas les autres, forcément, parce que chez J-Dub ont déjà beaucoup de temps de jeu, etc. Donc pour moi, ça se joue entre Caruso et Wallace comme l'année dernière, même si J-Dub était pas loin. Et là, c'est une question de temps de jeu. Et vu comment ça part, là, notamment avec sa petite blessure au dernier match de pré-saison, et vu comment on l'a géré l'année dernière pour qu'il arrive en play-off en forme, j'ai pas l'impression qu'on ait prévu de donner énormément de minutes en plus à Caruso, sauf si J-Dub est peut-être blessé, etc. Mais voilà, j'ai pas cette impression-là. Alors qu'un Cason Wallace, j'ai quand même l'impression, déjà l'année dernière, il avait beaucoup de minutes, et j'ai quand même l'impression que ça sera vers une augmentation en hausse par rapport à ce qui était l'année dernière. Sauf si, encore une fois, un Topic ou un Mitchell lui prennent un peu de minutes, ça pourrait être le cas aussi. Donc j'ai plus envie de partir sur un Cason Wallace quand même. Même si c'est pas du tout le même style de joueur et de deflection qu'ils vont faire tous les deux, j'ai envie de partir sur Cason Wallace. Par contre, si vous me dites que Caruso il joue 25 minutes par match, donnez-lui le trophée dès maintenant. Il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà. Mais juste par cet aspect temps de jeu et économie un peu du divin chauve, j'ai envie de partir sur Cason. Le trophée du Deflections of the Year, ça serait pas mal comme trophée. Ouais. Le Doty. Ouais. Mais non, je suis d'accord que ça se joue entre Caruso et Cason parce que Shai, je pense pas qu'il montera. Il y a quand même un petit écart entre Shai et le reste, donc je pense pas qu'il montera. Après, il y a Dub, quoi. J-Dub, ça se discute. Ça se discute. Après, j'ai pas regardé les chiffres au moment où J-Dub était poste 5, où on n'avait plus d'intérieur. Est-ce que ça a boosté un peu ses deflections ou pas? Alors, c'est contre, oui, mais ses deflections, je sais pas. Parce que si c'est le cas, cette année, normalement, on devrait pas trop avoir du J-Dub poste 5. Bon, à moins qu'on ait une cascade de blessures au poste 5, mais ça va vite devenir chiant. Donc, je l'enlèverai un peu de la course, surtout par rapport aux incertitudes sur le temps de jeu, etc., à voir comment il va être managé. Même si je pense que quand il sera sur le terrain, il jouera ses 34-35 minutes et point barre. Mais ouais, et puis Caruso et Cason vont plus être des spécialistes de ça, entre guillemets. C'est la chose principale qu'on va leur demander. Je vais te rejoindre sur le côté temps de jeu. Caruso, il y a cette incertitude-là. Donc, je vais partir sur Cason aussi. Entre Cason et Caruso, c'est celui qui est le plus à même de monter son nombre de minutes et d'aller chercher les 28-30 minutes de moyenne, tu vois. Là où Caruso, en régulière, il ne les jouera pas. Je pensais pas, mais il était déjà à 27, en fait, Cason. Ah, il joue beaucoup. Hein.
Il joue beaucoup en saison régulière. Là où Ça, Caruso, bah, il est à 19, quoi. Donc, alors, 3,5 deflection en 19 minutes, c'est un grand malade quand même. mais, mais je suis pas sûr qu'il jouera beaucoup plus. Là où Kayson, bon, il suffit qu'il y ait un absent. Il va vite aller taper sur un match 32, 34 minutes. Tu vois. Donc ouais, je vais te rejoindre là-dessus. Je vais partir sur Kayson, même si c'est assez serré pour le coup. Et ben moi, les gars, je pense que je vais opter pour Caruso parce que je crois en un plutôt bon état de santé de Caruso l'année prochaine. Je touche du doigt et je croise les doigts. Mais tu vois, comme tu l'as dit, il est à 19 minutes et déjà à 3,5 deflections par match. Donc à peu près le même nombre que Kayson, alors que Kayson joue 8 minutes de plus. Il suffit que Caruso monte à 22 minutes et il est au-dessus, tu vois. Alors que Kayson, 27 minutes, c'est déjà quand même assez énorme. Alors certes, au début de saison, il jouait beaucoup dans le starting line-up, etc. Mais je pense que Caruso, s'il joue un petit peu plus, et j'espère que ce sera le cas, va chercher le trophée de meilleur déflectionneur. On fait un petit peu de franglais of the year. J'enchaîne. On va passer à une question un petit peu plus technique. Qui aura la saison prochaine le plus haut pourcentage de paniers marqués non assistés entre Chet et Wiggins? Donc en gros, le pourcentage de paniers marqués sans l'aide d'un coéquipier, donc le taux de panier que tu t'es auto-créé. L'année dernière, Chet était à 26%, Wiggins à 30%, donc Wiggins un petit peu au-dessus. Les gars, à vous de choisir. Aaron Wiggins, sans hésiter. Ouais, moi Parce aussi. que plus balle en main. Et je pense que c'est souhaitable, surtout. Parce que Chet qui se crée son propre tir, ça me plaît moins. Là où Aaron Wiggins, en plus sur le début de saison, J-Dub, on ne sait pas s'il va être là. Donc s'il n'est pas là, Aaron Wiggins, il va en avoir du ballon en main. Donc ouais, Aaron Wiggins, je pense que le pourcentage que tu as dit pour Chet peut un peu baisser. Parce que la saison dernière, en régulière, surtout sur le début de saison, il avait pas mal d'auto-création, entre guillemets, par rapport à ce qu'on aimerait voir. Et Wiggins, je pense qu'il peut garder ses 30% assez facile, voire monter un peu si l'absence de J-Dub est assez conséquente ou qu'il est managé et qu'on a besoin d'un autre mec qui tient la balle. Donc Aaron Wiggins sans hésiter. Alors je suis d'accord. Je suis d'accord de par déjà le jeu de ce qu'on a vu les années d'avant, parce qu'en fait Aaron Wiggins, ouais, si, il y a quand même des situations où, que ce soit sur les backdoors ou le spot-up à 3 points, il a des passes décisives. Mais tout l'aspect drive, end-off ou toutes ces choses-là, les transitions aussi, souvent où il prend la balle, il traverse le terrain, ça c'est pas assisté. Et pour le coup, j'ai pas forcément envie, et je pense pas que ça va diminuer. Au contraire, surtout comme l'a dit Tom, si J-Dub est blessé ou qu'il y a des besoins de création, etc., je pense qu'on va pas mal se reposer sur lui aussi, et il progresse de petit à petit là-dessus. Là où Chet, en fait, on est dans la droite lignée de ce qu'on dit depuis le début. Alors j'aimerais vraiment qu'il nous fasse taire, entre guillemets, et qu'il soit un joueur capable de se créer ses tirs, qu'il ait vraiment progressé, etc. Mais pour l'instant, on a du mal à le voir, et on n'est pas très optimiste vis-à-vis de ça. Donc effectivement, je pense que la majorité de ces points peuvent et doivent venir des tirs à 3 points après écran, du pick and roll, d'un cut. Là, comme on a vu en pré-saison hier, Hartenstein qui joue pick and roll ball handler, Chet qui coupe au panier et qui dunk, c'est incroyable. Mais voilà, moi j'ai envie de le voir dans ces situations-là où il peut mieux utiliser sa taille pour l'instant que quand il fait de l'autocréation où il galère un petit peu. Son dynamisme aussi, et son toucher, du coup, près du cercle est plus facilement retrouvable que quand il doit dribbler, il doit faire plein de choses. Donc non, je crois beaucoup plus en Ron Wiggins dans cet aspect-là de autocréation. Puis tu as parlé de pré-saison pour Chet, où on l'a vu off-ball, etc. En pré-saison, on voit aussi qu'Aaron Wiggins ses responsabilités sur du playmaking, quoi. Le match contre les Bucks, par exemple, il est maladroit, mais il a 7 passes. Et il distribue pour tout le monde, il trouve des mecs ouverts. Donc c'est un rôle dans lequel je pense qu'on va le voir un peu plus cette année. Après, il n'y avait personne, quoi. C'est des matchs où il joue avec c'est de la pré-saison. Mais tu vois un peu comment tu vois un peu comment il peut être utilisé, et franchement, au niveau playmaking, c'est vraiment intéressant. Donc ouais, on est d'accord, en tout cas. Moi, les gars, j'ai Wiggins dans le classement Six Man of the Year, donc forcément, je mets aussi Wiggins. Maintenant, voilà, Chet, on attend qu'il nous fasse mentir. Tu disais, Tom, que c'est pas souhaitable qu'il augmente ça. S'il est un minimum efficace, Chet, on a quand même
s'il s'améliore là-dedans, on a quand même envie de le voir essayer de s'auto-créer quelques paniers, quelques points. Mais c'est sûr que Wiggins a plus le profil et c'est plus, enfin, en tout cas, on le voit plus évoluer dans ce rôle-là. Je suis d'accord avec vous. Dernière question pour ma part. Question trade. À la deadline, qui se fait trader, s'il y a trade évidemment, entre Kenrich Williams et le français Mr. Buzzer Beater Ousmane Dieng? On peut faire comme dans le Burger Quiz, les deux, ou ensemble. Ah, ça peut. Je te l'autorise. Alors, moi, j'ai envie de dire, c'est compliqué parce qu'en fait, alors j'ai plus en tête le contrat de Kenrich, mais Dieng en soi est quand même un jeune joueur, mais est un contrat aussi expirant. Donc, tu vois, tu as un certain intérêt tu le fais signer sur la fin de saison ou autre, tu le testes, soit tu le prolonges pas cher, soit tu as un contrat expirant, donc en fait, ciao. Tu vois, donc tu t'auras fait un peu de place dans ton cap éventuellement. Mais il y a peu d'équipes qui vont avoir en fait envie de tenter des joueurs comme ça. Bon, sauf si ça se délite au fil de la saison pour certaines et qu'il y en a beaucoup plus qui tankent que là à l'aube de la saison où, on l'a dit la semaine dernière, il n'y a pas beaucoup d'équipes qu'on a l'impression, notamment à l'Ouest, qui vont tanker. Voilà. Et après, Kenrich, c'est plus l'effet inverse où est-ce qu'une équipe, on va dire, minimum compétitive, peut avoir un intérêt à aller le chercher? Je pense que oui, surtout s'il revient sur le terrain, etc. Donc, il faut qu'il revienne. Après, est-ce que tu es prêt à le payer, à faire un trade pour lui? Est-ce que c'est ta priorité? Je sais pas. Donc, je pense qu'en vrai, je pense que Dieng est beaucoup plus susceptible de partir. Pas qu'il ait une valeur supérieure, mais que dans le profil, ça intriguera peut-être un peu plus. Et qu'en plus, je suis pas sûr qu'il sera prolongé à OKC. En fait, il n'y a pas de place, quoi. Enfin, il a pas fait son trou. Alors, sauf s'il fait une saison énorme, que en fait, c'est lui qui remplace J-Dub à l'aile. Bon, bah, j'ai aucun souci à ce qu'il soit prolongé. Hein. Nous, on sera les premiers contents. Hein. Mais on n'y croit plus. Enfin, je sais pas si on a déjà cru, déjà, mais on n'y croit plus, ça, c'est sûr. Si ça arrive, il y aura un podcast mea culpa sur Ousmane Dieng. Vous en faites pas. Franchement, s'il nous donne tort et qu'il est capable de remplacer J-Dub et de faire parce que mais ouais, on souhaite que ça parce que c'était un Dieng qui est fort. L'équipe, elle est énorme. Et t'as un autre asset, un jeune et tout. Enfin, c'est incroyable. Enfin, le Dieng de la fin de match du dernier match de pré-saison, s'il fait ça sur une saison complète, bah, bravo. Mais on n'y croit pas. On est d'accord, on n'y croit pas trop. Alors, j'ai regardé aussi le contrat de Kenrich, c'est à peu près comme Ousmane Dieng. Il gagne 500 000 de plus, donc le salaire reste à peu près le même. Et il a une team option l'année prochaine. Tu vois, 7 millions, je suis pas sûr qu'elle sera prise. Ouais, donc en fait, tu peux aussi ne pas la. Ouais, donc ça peut être un contrat expirant aussi. Ok. Maintenant, j'irai plus dans ton sens sur Ousmane Dieng. Non pas qu'Ousmane Dieng ait une grosse valeur, mais pour moi, Kenrich, il a aucune valeur sur le marché. Il est valorisé à OKC parce que c'est un joueur qu'on aime bien et qu'on voit qu'il a un peu d'utilité, mais une équipe qui tank, elle peut se dire Ousmane Dieng, on tente le truc, comme à l'époque, il y avait eu un trade pour Poku, où les Hornets se sont dit, bon, on va tenter Poku, on va voir ce que ça donne. Bon, ça n'a rien donné, mais ils ont essayé. Ils ont essayé avec Treman, et Treman, pour le coup, il l'a fait que sur 10 matchs, mais c'était intéressant. Ousmane Dieng, ça peut être ça. Tu récupéreras pas grand-chose, mais tu peux peut-être avoir des équipes intéressées. Là où Kenrich, t'es une équipe qui tank, bon, il n'y a pas d'intérêt à lâcher un truc pour Kenrich. Et OKC n'aurait pas intérêt à lâcher un pic pour lâcher Kenrich. Je vois pas trop pourquoi. Et tu es une équipe compétitive. Kenrich, c'est pas du tout le premier joueur que tu vas aller chercher comme vétéran pour renforcer ton effectif. Donc, c'est juste à la limite, une blessure au pire ou un truc, tu vois. Ouais, c'est ça. En plus, il se blesse souvent. Et puis, à la limite, il serait dispo au minimum. Je me dis, bon, il peut y avoir une équipe qui peut le tenter, tu vois. Mais encore, je suis même pas sûr. Mais pour moi, Kenrich a aucune valeur sur le marché. Donc, par défaut, Ousmane Dieng. C'est peut-être sa dernière saison OKC d'ailleurs à Kenrich, l'un des plus anciens. Et d'ailleurs, juste pour finir sur Ousmane Dieng, petite dédicace à tous les fans hardcore qui nous suivent encore, qui nous spamment d'Ousmane Dieng dès qu'il y a un truc, etc. Vous avez bien du courage, mais on ne changera pas d'avis pour l'instant. Mais on aimerait changer d'avis, mais c'est pas prêt d'arriver pour l'instant. Profitons de cette dernière année, sauf si on a une surprise, mais de cette dernière année ensemble, quoi, avec Ousmane. Ouais. C'est ces fans qui ont d'ailleurs très bien dormi cette nuit après le buzzer. Ah bah là, non, ils ont pas dormi, ils étaient trop excités. C'était leur titre à eux, c'était, tu vois, c'était. Ils ont raison, faut kiffer. En plus, il met un beau tir. Ah non, le tir est exceptionnel pour le coup. Globalement, d'accord avec vous. Après moi,
je pense qu'aucun des deux n'a vraiment de la valeur sur le marché. Je pense que même Ousmane Dieng, franchement, après ce qu'il a montré sur plusieurs années, je me demande quelle équipe voudrait le tenter. Mais juste pour le facteur jeunesse, oui, Mm. pourquoi pas quelqu'un pourrait monter un trade pour lui. Mais en tout cas, ça sera toujours entouré de pics ou d'autres choses. Enfin, il n'y a pas une équipe qui va monter un trade pour Ousmane Dieng. En vrai, on revient encore à la théorie Ousmane Dieng, mais jeunesse, profil, taille, skill, Ouais. etc. C'est un joueur archi moderne et archi intéressant s'il arrive à devenir un vrai joueur NBA régulier. Mais pour l'instant, on n'a pas vu ça. Alors, encore une fois, OKC n'est peut-être pas le meilleur lieu pour lui pour arriver à faire ça. C'est la grande problématique, c'est qu'il n'aura pas de temps de jeu, ça va être très compliqué. Mais dans une équipe faible, où il y a de la place sur les ailes, ou en 4, ou voire en small ball 5, s'ils ont envie de le tenter, même si j'y crois moyen, enfin, ça pourrait faire quelque chose. Hein. Il y a du talent, ces joueurs-là. Hein. Il n'a pas été drafté aussi haut pour rien. Il n'y a pas ce qu'il fait en G-League ou là, en pré-saison, ça vient pas de nulle part. Mais ouais, voilà, quoi. C'est le mais. Je pense que c'est Europe, mais après, en Europe, il pourrait être bon. Hein. Donc, en Europe, il peut être très bon, je pense. Parce que c'est un bon basketteur, quand même, Ousmane Dieng. C'est pas un mec où tu te demandes ce qu'il fait sur un terrain de basket. Quoi. Tu vois qu'il y a des qualités. Quoi. Donc, franchement, je crois vraiment que bon, là, si sa carrière NBA s'arrête, qu'il va en Europe et qu'il progresse comme d'autres l'ont fait, dans quelques années, il sera en équipe de France. Je vois pas pourquoi il ne serait pas. Mais là, c'est compliqué. Même ok, si c'est trop compliqué globalement, quoi. Même si je pense qu'il l'apprécie, Oui, bon, ça, il a apprécié. Bah, t'as Jalen Williams qui a tweeté une photo de Ousmane Dieng avec la balle comme ça. C'était assez rigolo. Mais oui, bah, tu vois ce qu'a fait, je sais pas, Gershon Yabusele, par exemple, où en NBA, il arrive à Boston, il se fait jamais sa place. Il retourne en Europe, et en Europe, il monte petit à petit les échelons et ça devient un fort joueur d'Euroleague. Il est revenu en NBA et c'est devenu un role player NBA. Ah, voilà, retournant en Europe, de toute façon, il n'y a aucune honte à retourner en Europe, loin de là. Hein, donc, je pense qu'il vaut mieux faire ça que trop s'accrocher comme certains le font d'ailleurs. Kylian Hayes. Ouais, en partie, ouais. Tu vois, de faire une Théo Malédon où tu t'accroches pas, mais tu t'affirmes en Europe aussi, ça peut avoir du bénéfice. Et l'Euroleague enfin, vous regardez les rosters, il n'y a que des anciens joueurs NBA maintenant. C'est dans toutes les équipes, il y en a partout. Et ben voilà, j'ai fini ma sable de questions. J'avais l'impression d'être au Thunder Quiz, mais du coup, je te laisse la parole, Pierre. Ouais, c'est à moi d'enchaîner. On a défini cette ordre-là parce que Tom a une DA un peu différente. Vous verrez à la fin, c'est des questions un peu différentes. Folklorique, on va dire. Ouais. Parce qu'on s'est dit nos questions quand même pour pas avoir les mêmes, mais on ne les a pas préparées plus que ça. Donc on reste un minimum surpris dans la réflexion. Alors moi, on va partir sur du 3 points pour les 2 premières questions. Alors la première, c'est qui finira 3e meilleur shooter à 3 points, en pourcentage j'entends, derrière Lou Dort et Joe. Parce que Lou Dort et Joe ont quand même un petit step d'avance sur les autres l'année dernière. Hein, parce que les deux étaient à 41% environ, quand même, qui n'est pas rien. Surtout pour Lou Dort, hein, qui n'était pas réputé pour ça et qui en prend presque 6 par match, comme Joe. Donc ça reste quand même plus que correct. Après, est-ce qu'on aura en pourcentage les favoris? On peut avoir du Jalen Williams. Je vous propose du AJ Mitchell, je vous propose du Shea ou du Aaron Wiggins. Mais moi, je vais rester sur mon Six Man of the Year. Aaron Podcast Wiggins. Aaron Wiggins. Exactement. Podcast Aaron Wiggins, j'en ai longtemps parlé dans la preview. Je vous invite à aller écouter. Mais pour moi, Aaron Wiggins franchit un gros step la saison prochaine, notamment à 3 points. Je pense vraiment qu'il peut devenir un joueur très, très viable à 3 points, voire devenir presque élite. Donc, je pense qu'il va augmenter un petit peu son volume et son pourcentage aussi. Est-ce qu'il atteint les 41% de Joe et de Dort? Peut-être. Mais franchement, s'il atteint déjà les 39-40%, c'est bien. Donc, je pense que je le mets top 3. Là où derrière, c'est quoi? C'est Jalen Williams. Jalen qui était presque à 40% en 3 tentatives. Sachant que c'est surtout en deuxième partie de saison qu'il a planté Jalen. J'avoue, j'ai du mal à l'imaginer refaire une saison de ce niveau-là à 3 points. Et Jay Mitchell, pourquoi pas. Mais je crois plus quand même en Aaron Wiggins, qui a quand même un petit peu plus de saison derrière lui avec une bonne efficacité à 3 points.
Alors, en termes de pourcentage, c'est pas évident. Moi, Rod Wiggins, je crois en sa progression, mais je pense qu'il y aura peut-être un peu plus de déchets parce qu'il sera plus responsabilisé. Donc, je sais pas s'il va rester avec un très haut pourcentage à 3 points. T'avais pas de proposition de joueur, on pique un peu. Si, en gros, j'ai dit Wiggins, Shea, Wiggins. Shea, après, je te dis les plus probables. Shea, Ouais. ça peut être Chet, ça peut être. J'ai pas fait de vraies propositions, mais voilà. Et Jay Mitchell aussi, si tu le considères. Après, tu peux mettre Hartenstein si tu veux, hein, c'est toi qui vois. Hein. Après, tu peux mettre Brandon Carson, tu peux mettre Christian Blott s'il joue un petit peu, tu peux mettre. Barnizer. Si Hartenstein prend 5-3 points l'an prochain et qu'il en met 2, il a 40%. C'est un peu de la triche. Et ça faut du volume. Franchement, faut qu'il les mette déjà les deux. Hein. Je suis désolé, mais 0 sur 19 l'an dernier quand même. Hein. Oui, c'est vrai que c'est peu probable, on va dire. Mais non, moi, Wiggins, je le mettrai pas. Et Jay Mitchell, je sais pas s'il va quand même monter à 40%. J'estime beaucoup la future saison des Jay Mitchell, mais à ce point-là, peut-être pas. Non, mais j'aime bien le pick Jalen Williams. Je pense qu'il va garder à peu près le même volume. Il a 40% l'an dernier, quasiment. Pourquoi pas pourquoi pas garder ce pourcentage-là, là où les autres, je pense qu'ils peuvent avoir trop de volume, du coup un peu plus de déchets. Jalen, il va avoir un volume à 3 tirs à peu près, et je pense qu'il est capable de garder ce pourcentage, donc je tente Jalen Williams. Audacieux, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Okay. Parce que je te rejoins sur Wiggins dans l'aspect, il est quand même plus susceptible de prendre des tirs compliqués déjà, des pull-ups ou des trucs comme ça. Il aura plus de balles en main, plus de dans ce qu'on a dit. Les autres, j'y crois pas forcément une augmentation drastique. Même un Cason Wallace qui revient à 40%, j'y crois pas forcément. Je pense que la vérité se situe entre sa saison rookie et sa saison sophomore. Chez J-Dub, ils en prennent des trop compliqués, etc. Je pense qu'en fait, pour avoir un très haut pourcentage, plus de 40, il faut être un spécialiste. Ou il faut faire que ça, ou alors être Caruso en playoff, par exemple, on aurait pu le mettre aussi dans la liste. Et en fait, du coup, quand je vois l'évolution de Jay Will et de comment il a l'air de jouer maintenant, c'est-à-dire, je reste campé à 3 points, je fais des petites passes sur les backdoors, je pose des écrans, en fait, tu sais quel tir il va avoir, il va faire que ça. Donc j'ai envie de partir sur lui aussi, hein. Ou pour moi, ça peut être ce genre de pivot où qui fait tirer, passe. Bon, après, il met jamais un pied dans la raquette quasiment. Mais voilà, en gros. Hein, puis il est pas trop défendu, surtout. Moi, j'ai peur qu'il ait quand même un petit peu surperformé sur son taux. Après, tu as des antécédents quand même. Il part pas de nulle part. Hein. Alors, oui, l'an dernier, l'année d'avant, il doit être à quoi 35, 36% peut-être, ce qui est correct. Hein, mais... je pense. Hein. Ouais. Ah ouais. Je crois que c'est sa saison rookie où il est plutôt adroit. Et après, il est très adroit. Ouais. Il a plus de 40% en saison rookie. Il a quasi 37% en sophomore. Et là, quasi 40% en ayant augmenté le volume. Pas mal, hein. Ouais, c'est vrai. Mais après, je dis pas qu'il va être maladroit l'année prochaine, hein, mais je pense que Wiggins est devant avec tu vois, un petit 39-40% et peut-être une petite baisse de Jalen où il est à 37-38, quoi. Après, si Wiggins fait vraiment du 40% en augmentant le volume, là, ta take 6e homme de l'année, moi, les gars, elle est obligé de m'aligner là-dessus. Je suis obligé de m'aligner là-dessus. J'y crois en plus. Pourquoi pas? J'y crois vraiment. S'il fait une saison comme ça, on sera très content. Oui. Il n'y a pas de souci. Ce sera difficile de ne pas être content, ça c'est sûr. On verra. Autre question, 3 points. Qui en marquera le plus, cette fois en quantité? Isaiah Joe, Lugensdort, Shea ou un autre. Pour vous situer, l'année dernière, Joe en a mis 192, Dort en a mis 170 et Shea en a mis 163. C'était les 3 plus hauts au total pour le Thunder. Okay. Qui cette année en met le plus dans le roster? Lugensdort. Ok. Ouais, parce que je table sur un peu moins de temps de jeu pour Joe, donc mécaniquement le volume va baisser. Et évidemment hors blessure, hein, parce que c'est sûr que si Dort ira de 20 matchs, il est mort. Hein. Mais Lugensdort, il prend son volume, on en a parlé, il prend quasi 6-3 points par match, ça va pas bouger, ça pour le coup. C'est globalement son rôle offensif. Il fait quasiment que ça, on va dire, au niveau du scoring en attaque. Donc, et puis il a globalement une adresse, alors c'est fluctuant selon les matchs, mais sur une saison régulière, il reste quand même un mec à droit. Donc ouais, Lugensdort, je pense premier, même si c'est un classement qui peut être assez serré. Je vais te rejoindre quand même sur Lou Dort.
Je pense, comme tu l'as dit, que Joe va perdre un peu de temps de jeu. Mais c'est serré. Et après, on n'est pas à l'abri non plus d'un Shea qui se remet à prendre énormément de 3 points, tu vois. C'est possible, ça. Un Shea qui reprend énormément de 3 points, qui augmente son volume et donc son nombre de 3 points marqués. Est-ce qu'il y aurait l'efficacité avec? On ne sait pas. Mais je pense quand même que, comme tu l'as dit, Dort se cantonne dans ce rôle de shooter à 3 points. Plus les saisons passent, moins il prend de tirs à 2 points. Donc, je pense qu'il va continuer à en prendre de plus en plus et donc forcément à en marquer de plus en plus. Donc, ouais, je vais quand même partir sur Dort, mais limite, Shea peut être, peut être le premier l'année prochaine. Genre, j'exclus pas une augmentation du nombre de 3 points de Shea et donc ça pourrait être lui. Bah, déjà, en vrai, l'année dernière, ils en prennent presque autant tous les deux, hein. Ils sont à 5,7 et 5,8. Donc ils en prennent plus autant. Juste Dort a un meilleur pourcentage, donc s'il fait le petit écart aussi. Et moi, j'ai envie de partir sur Shea. Alors, c'est plus. Je mettrais pas ma maison dessus. Je pense que si je devais mettre de l'argent, je mettrais peut-être plus sur Lou Dort. Mais j'ai envie de parier sur Shea, dans le sens où je pense que, encore une fois, le tir à 3 points va rester une arme et il va continuer de la développer. Et comme tu l'as dit, Charlet, j'ai plutôt tendance à dire que il va peut-être progresser encore en pourcentage. C'est peut-être là sa marge de progression d'ailleurs sur l'efficacité, c'est peut-être le 3 points. Et j'ai aussi l'impression que, allez, j'ai un grand espoir qu'on lui trouve un peu plus de tirs en spot-up et de tirs ouverts à 3 points. Où il est, je trouve, beaucoup plus intéressant et adroit d'ailleurs que sur les pull-ups. Tu vois, sur des actions avec un petit écran ou alors un drive d'un autre joueur, etc. Si on exploite un peu plus Wiggins et J-Dub sur les drives, peut-être qu'il aura un peu plus d'espace. Si on l'utilise aussi, comme je disais la semaine dernière, en tant que poseur d'écran pour J-Dub, peut-être sur des tirs comme ça. Donc j'ai envie de dire Shea, mais j'y mets pas mes deux mains sans regarder, quoi. C'est un peu compliqué. Et sachant que, quand même, pour préciser, l'année dernière, Shea tente plus de 3 points que Lou Dort. Et il en met juste 7 de moins. Ah oui. Ouais, Donc, je sais, il a j'avoue que c'est pour ça que j'ai pas mis Shea, c'est qu'il avait déjà quand même pas mal augmenté son volume l'an dernier, avec un bon pourcentage, donc je sais pas s'il va encore augmenter le curseur. Je suis surpris que personne n'ait mis Isaiah Joe, par contre. Parce que sur le papier, c'est spécialiste. Après, Dort, on n'est pas non plus à l'abri qu'il baisse un petit peu de pourcentage aussi. Tu vois, il est déjà à 41%. C'est possible, dur de faire mieux. Maintenant, ça va être Isaiah Joe. Si Joe joue, c'est lui, en fait. En fait, ouais. C'est juste on prospecte sur une baisse de temps de jeu. En fait, je pense que tous les trois, on jouerait en Fantasy League. On prendrait pas de Joe parce qu'on imaginerait que passer un mois dans la saison, il joue de moins en moins. Ouais. Par contre, on prendrait un AJ Mitchell dans l'inverse pour arriver au moment où il y a des joueurs blessés et plein de choses. Ils prennent des. Donc c'est plus dans cette optique-là, je pense, parce que sinon c'est Joe tous les jours. Enfin, faut pas se voiler la face. C'est lui qui en prend le plus, c'est lui qui est le plus adroit. C'est logique. Sur 36 minutes, là, il n'y aurait pas de débat. Ouais. Oui. Ah oui. Moi non, carrément. Question suivante. Qui réalisera le plus de triple-double la saison prochaine? Jalen Williams, chez un autre joueur, ou alors vous pouvez aussi me dire personne, parce que personne ne peut aussi réaliser de triple-double de la saison. Juste l'année dernière, J. Will en a fait 3, et c'est tout. Pas d'autres joueurs qui ont fait un triple-double. On a fait 3, putain, je me rappelais plus qu'on avait fait 3 matchs où il n'y a pas en fin de saison, il les enchaînait. Tout le monde et il les enchaînait. Bon, je vais y aller parce que mon choix il va être successeur, il va succéder à son propre titre, on va dire. Je sais pas, c'est pas comme ça qu'on le dit, mais j'ai perdu la formulation. Mais Jalen, parce que Shea, c'est pas trop un joueur qui joue le triple double. Il manquera toujours des rebonds, il manquera toujours peut-être des passes. Tu vois, il peut faire des matchs à 8 passes et tout, mais il va pas aller chercher les 10 passes tous les matchs. Alors que J. Will, je nous vois bien, pareil dans la lignée de la preview où OKC, je pense, va dominer assez largement la conférence. Je vois bien OKC faire un peu comme l'an dernier. Où la fin de saison, les titulaires jouent de moins en moins. Et où en fait, tu as des matchs de fin de saison où ton système principal, c'est J. Will en hub. Et vas-y, régale tout le monde, c'est toi le franchise player. Et je pense qu'il va encore nous reclaquer un ou plusieurs triple-doubles en faisant ça. Et je pense surtout qu'il n'y a aucun autre joueur d'OKC qui va en faire. J'aurais tendance à penser la même chose. Mais maintenant, je pense un petit peu à d'autres joueurs, tu vois. Un joueur un petit peu du même style. Isaiah Hartenstein pourrait, pourquoi pas faire un triple-double dans le profil. Il peut te marquer une dizaine de points. On sait que c'est un joueur, on en a parlé en long et en large, qui fait beaucoup de passes décisives.
un très grand rebondeur. Sur la saison, il est en double-double. Donc je me dis pourquoi pas franchir le cap et faire un triple-double. Après, je crois qu'il en a pas en carrière, mais j'ai envie de partir sur Hartenstein. Voilà, je le tente. Un petit peu dans la même logique que Jalen Williams en hub, et il te fait un gros match avec plus de 10 passes, et sur ce même match, il reste dans ses standards avec plus de 10 points, plus de 10 rebonds. Et après, il faut juste espérer que Jalen n'en fasse pas, parce que sinon, c'est la merde. Mais je vais partir sur Hartenstein. Mais sinon, il y a aussi un autre joueur, J-Dub pourrait faire un triple-double. Pourrait Ouais. candidater à Il n'en a pas en carrière, Hartenstein, mais il en a en J-League. en J-League, ouais, bon. Jalen Williams doit en avoir pas mal aussi en J-League, mais je vais le tenter. Hartenstein. Ok. En fait, c'est un peu la même chose, les deux en soi. C'est juste que je peux pas partir pour Hartenstein parce que si on refait reposer les titulaires, lui, il joue pas. Ah Donc oui, en c'est ça. fait, c'est ça qui est. Ah oui, c'est Il ça. faudrait un match où Shea et Dub ne jouent pas et que lui soit là, et j'y crois moyen en fait. Bon, je croise vraiment les doigts que ça n'arrive pas. Je joue le beau jeu. Mais ouais, après, ça pourrait se tenter Hartenstein. J-Dub aussi, c'est une bonne remarque. On aurait pu refaire la remarque Topic aussi, hein, en soi. Sur un match où il n'y a personne. Oui, Bah, Jay sur les Mitchell, comme fameux- on a parlé. Sur les matchs dont je disais, fin de saison, Jay Will en hub et tout, en vrai, fin de saison, Topic balle en main, vas-y, régale-nous. Il fait quasi 2 mètres, donc les rebonds, potentiellement, il peut en prendre. C'est pas déconnant. Hein. Ça aurait pu C'est être pas ça. déconnant. C'est pas Mais déconnant. je vais partir sur Tom. En fait, Shea, effectivement, c'est pas un joueur à triple-double. Qui fait un triple-double. Je vais faire un Tom qui triple-double, fait un les gars. Non, sur l'avis de Tom. Sur l'avis de Tom, parce que Shea, c'est pas un joueur, effectivement, à triple-double. Même s'il est capable d'en faire, voilà, il y aura. Il peut passer, je pense, un peu plus la barre des 10 passes cette année, mais alors pour que ça vienne avec 10 rebonds en plus, etc., ça va être un peu plus compliqué. Donc ouais, J-Will, juste les situations où il n'y a personne et on spam les end-off et on s'en sert comme Jokic, quoi. Et donc, ouais, sur ça, où c'est un peu le seul pivot. Alors j'espère que ça sera un peu moins souvent le seul pivot cette année, ça serait quand même plus agréable. Mais ouais, ça peut être J-Will. Après, je vous avoue que le personne me tend les bras, qu'il n'y ait personne cette année. Franchement, c'est possible. fort probable. C'est fort probable. C'est Donc, possible. ouais. Ou alors un joueur qu'on ne connaît toujours pas et qui va signer en tout à l'arrache en fin de saison, il va jouer et il va faire un triple-double parce qu'il n'y aura plus que 7 joueurs qui vont jouer. On ne sait pas. C'est improbable qu'en fait Ou alors, beaucoup à faire un triple-double sous le maillot de Casey. À partir du moment où Barnhizer. les triple-doubles. Barnhizer, avec des interceptions. Ah ouais, non, c'est pas con. Ou Caruso, hein. Caruso avec interception, rebond, passe. Tu vois. Après, le triple-double. et vous n'avez pas pris la méga haute texte où c'est Chet avec 10 contre. Mais Chet peut le faire même normalement, il est déjà pas passé loin, hein, franchement. Il a déjà fait 8 Les contre, passes, j'ai du mal, mais ouais. Non, mais sur je me les rappelle d'un match, je crois, contre les Nuggets, justement contre Jokic, où il est genre à 20 points, 11 rebonds et 9 passes. Un truc comme ça. À vérifier. Non, ça devait être des comptes, je pense. Mais ça peut être les par contres, contre, en vrai. mais il y avait une série de 2 matchs, je crois, où il avait fait 15 comptes sur 2 matchs. Quelque chose comme ça. Je crois qu'il a fait 8 et 7 ou un truc délirant comme ça. Donc en vrai, oui, si tu as un match où Hartenstein est blessé, et en fait c'est Chet seul poste 5, et pour peu que les mecs en face ils drive un peu comme des. Enfin, drive un peu tête baissée, ouais, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça serait drôle, franchement. Imagine il le fait avant Victor là. Ah oui, c'était Bon, avec Victor, il 9 le contre, fera un jour. Hein. Bon, ça va pas tarder. C'est cette année, hein, peut-être. Hein. Oui. Contre les Nuggets, 17 points, 11 rebonds, 9 contre. Ouais, c'est des contres. Donc, ouais, il est pas loin. Hein. Pourquoi pas. Question suivante. Qui va mettre le plus de dunk l'année prochaine? Jalen Williams, Chet Holmgren ou Isaiah Hartenstein, sachant que J-Dub en avait mis 70. Chet, dans le peu de matchs qu'il a joué en saison régulière, en a mis 39. Et Hartenstein en a mis 89. Qui en mettra le plus l'année prochaine? Je vais partir sur Chet en espérant qu'il joue une bonne quantité de matchs. Il n'y a pas de raison que ça soit pas lui. Voilà, on a dit, il va sûrement jouer en tant que quand même de gros finisseur. On va beaucoup le voir off-ball, coupé au panier, pardon, sur du short roll, etc. Je pense que Chet prend la main sur les dunks. Et s'il ne le fait pas, c'est qu'il ne joue pas beaucoup de matchs ou alors qu'il prend que des 3 points. Mais même si J-Dub aussi est intéressant parce que je le vois quand même plus provoquer le cercle et donc
logiquement plus aller au dunk, même si la plupart de ses dunks, je pense que c'est quand même en transition. Ouais, je vais quand même partir sur Chet, sur une saison complète quand même, ça devrait être lui. Sur les dunks qui seront plus vus dans les highlights, ce sera Cason Wallace, mais bon, en termes de quantité, il n'en fera pas assez. Mais ouais, Chet Holmgren aussi, là, avec les stats que tu as dites, Pierre, c'est-à-dire que Chet fait 2,5 dunks par match à peu près l'an dernier. Tu vois, Hartenstein est devant, mais il a joué quasiment il en fait moins que ça. Hein. Attends, Il en fait 70, t'as dit Non, et Chet, il en fait 39 en 32 matchs. Okay. Ah oui, non, bah attends. Ouais, Chet, c'est un peu plus. C'est qui? Il n'y en a pas un 70, t'as dit? J-Dub 70? C'est Hartenstein, il fait 89 dunks en 57. Ouais, il fait 89 du coup. Et J-Dub, c'était combien? 70. Ah oui, voilà, donc c'était J-Dub 70, donc ça casse mon délire. Mais je vais rester sur Chet quand même. C'est plus facile de faire des dunks quand t'es grand déjà. Et comme l'a dit Charlet, Chet va être. Et je pense, quand je disais que c'était souhaitable que Chet ait moins d'autocréation, c'est que je pense que son évolution sera plus facile et sera meilleure s'il est plus un finisseur. Et du coup, les séquences où tu as Hartenstein un peu plus loin du panier, mais qui fait la passe à Chet qui coupe, c'est ce genre de choses qu'on veut voir. Donc, ouais, Chet Holmgren. Puis c'est quand même un style de jeu beaucoup plus aérien. Chet, on va quand même beaucoup le voir sur du alley-oop et ce genre de choses. Je serais curieux de voir d'ailleurs combien il en fait sur la saison. Il joue 82 matchs, Chet. Je peux te dire. Je vais le faire en même temps que je vous parle parce que je vais partir sur Chet aussi. Parce que je suis plutôt d'accord avec vous de par en vrai son jeu où il va être très près du cercle, il va être servi en alley-oop, il va être servi sur des cuts, il va être servi sur pick and roll, on l'a un petit peu vu en pré-saison. Déjà ça aide un petit peu. Et puis oui, si il joue une saison complète, ce qu'on espère et ce qui semble pour l'instant parti pour, mais bon, on croise les doigts, etc. Hein, je pense que il peut passer. Il en a fait 137 en 82 matchs. Tu vois 137. Donc bien plus haut. Quand même bien plus haut. Ouais, donc si tout se passe bien, c'est Chet Holmgren. Après, il jouait tout seul pivot. C'est ça. Mais après, même à deux pivots, on attend quand même du jeu entre Hartenstein et Chet, et notamment Hartenstein qui envoie Chet Holmgren sur du alley-oop ou sur du cut, ligne de fond. Donc, je sais même pas si c'est réellement un problème qui soit deux pivots aussi. Je pense quand même, parce que Chet, avec toute la raquette, aurait eu plus d'espace, même pour driver, pour aller finir au cercle et dunker. Mais je pense pas que ça réduise considérablement son nombre de dunks sur la saison. Ouais, non, mais je suis d'accord. Hein. Je pense que Chet est le choix logique. Mais voilà, Hartenstein. En fait, Chet a un peu plus tendance à dunker qu'Hartenstein en plus, ou à se créer un peu plus de situations de dunk, même en transition d'ailleurs. Plus de claquettes, plus de ces choses-là. Donc, Chet serait le choix logique. Là où J-Dub, ça reste de la transition. Même sur ses finitions en drive, c'est rare qu'il dunk sur tout le monde. C'est pas, voilà, il est plus dans l'évitement. Même s'il a tendance à provoquer plus de fautes, il va plus chercher un petit lay-up ou autre. Donc, à voir sur ça. Dernière question pour moi. Qui aura le plus de minutes dans le clutch? Cason Wallace, Alex Caruso ou Azaria Hartenstein? Sachant que les minutes dans le clutch pour OKC, l'année dernière, il n'y en a pas eu beaucoup. On va dire tout de suite. Il n'y en avait pas souvent et pas beaucoup. Donc, voilà, c'est assez compliqué de le voir. En gros, là, la question, elle est simple. C'est qui est sur le terrain quand ça compte, sur le peu de matchs serrés qu'il risque d'avoir encore cette année, il faut le dire, qui sera là? Alex Caruso, je pense. Enfin, ok. Je me dis, disons que le raisonnement, c'est... alors après, tout dépend, parce que si OKC joue beaucoup de matchs dans le clutch, sur des matchs où Caruso est blessé, bon bah ça flingue le pronostic. Mais si les trois sont dispo, pour moi, le premier joueur qui peut... qui sera tenté par Mark Daigneault en fin de match, c'est Caruso. Pour moi, tu t'en passes quasiment jamais dans le clutch. Là où Cason est un poil plus remplaçable, on va dire, par un Luguensdort, à peu près. Caruso, c'est vraiment un type de défense plus différent, je trouve. Et où Hartenstein, une fin de match où tu as Chet seul poste 5, c'est totalement envisageable et ça c'est déjà arrivé pas mal de fois. Donc, pour le coup, ouais, Caruso, je pense, c'est le plus à même de finir les matchs.
Je te rejoins là-dessus, globalement. Après, voilà, je pars du principe que tout le monde est en forme et tout le monde est disponible pour jouer. Mais on l'a vu notamment en playoff. Le premier que tu avais envie de voir sur le terrain dans le clutch, c'était Caruso. Et comme tu le disais, Kayson, un joueur très important qui a beaucoup joué de clutch sur le peu de clutch qu'on a eu l'an dernier en saison régulière, mais qui est quand même remplaçable par Dort et même par, je sais pas, pourquoi pas un AJ Mitchell si tu as envie de plus de création, etc. Là où Caruso, tu sais ça va être un vrai chien fou en défense dans le clutch et il a tendance à être quand même plutôt clutch sur ses tirs à 3 points, donc j'aurais quand même tendance de partir sur Caruso aussi. J'ai envie de vous rejoindre sur Caruso, parce que même l'année dernière, quand il mettait pas de tir en saison régulière, quand on l'avait, on le mettait souvent dans le clutch, parce que défensivement, parce que tout ça. Kayson, effectivement, il est plus en concurrence avec Dort, en fait, sur ce poste-là. Et tant que ton 5 ultime, tu le considères avec Chet en poste 5, comme c'était le cas sur les derniers playoffs en soi, Hartenstein est un choix un peu plus compliqué. Maintenant, si on joue sur les mots et sur la question, les minutes dans le clutch, elles commencent, c'est quoi, 5 minutes avant la fin, 6 minutes avant la fin, 5 Je minutes. crois c'est que c'est serré. 5 minutes. Ouais. Et dans cette optique-là, en fait, Isaiah Hartenstein est sur le terrain parce qu'il joue avec le banc. Et en fait, peut-être qu'il y aurait des C'est minutes vrai. dans le clutch à ce moment-là, et puis après, peut-être que lui, il peut rester sur le terrain, ou en tout cas, il en a parce qu'il n'est pas encore sorti. Là où on ferait peut-être rentrer un Caruso à ce moment-là, ou un Chet à ce moment-là. Donc en fait, là, je joue sur la question Ouais. et sur les règles, etc., et sur la notion et comment les stats est calculé. Mais je suis d'accord avec vous que match contre Houston, c'est chaud. T'as Caruso sur le terrain. Ouais. C'est lui qui défend sur KD ou autre, mais voilà, c'est lui qui est sur le terrain. Ça, je suis d'accord avec vous. Ouais, 100 fois. Puis Hartenstein, l'an passé, on a eu parce que Chet n'était pas là. Il avait été d'ailleurs plutôt bon sur le peu de matchs dans le clutch qu'on a eu, notamment défensivement, protection de cercle, etc. Et même au large. Je me rappelle d'un match contre les Warriors où il avait été excellent. Mais même en jouant sur les mots, ouais, je pense que Caruso prend le dessus. Mais en vrai, faut quand même dire, oui, Chet revient, Nani, mais Hartenstein était vraiment bon l'année dernière quand il Ah était mais tout bien seul sur sûr. le terrain. Ah non, mais Il était c'était vraiment c'est bon. justement, c'est ce Genre, que je dis. C'est ce que je dis. Il était trop bon. On fait 68 victoires, Chet joue 35 matchs, il donc c'est à n'y l'intérieur, a, tout allait bien. y a pas 10 000 pivots meilleurs que lui en NBA. Hein. Vraiment, il n'y en a pas. Je C'est Bah, sais c'est pas un pourrais pivot faire le compte. titulaire dans c'est plein de surtout que contextes. Hein. c'était Oui. l'un des joueurs le plus constant l'année dernière. Il Mm. était, enfin, tu savais à chaque match, tu savais ce qu'il allait t'apporter, et il y a très peu de mauvais matchs d'Isaiah Hartenstein l'an passé. Globalement, Ouais. à chaque fois, tu sais à quoi t'attendre et tu savais qu'il allait faire du rebond, un peu de scoring, de la passe et de la protection de cercle. Donc, à partir de ce moment-là, toi, tu étais juste content. C'est juste que ouais, la cohabitation avec Chet n'est pas encore optimale. Mm. On en a déjà parlé Tout à fait. aussi. Voilà. Tout à fait. J'ai fait le tour de mes questions. On passe à Tom et sa DA un peu différente, je vous l'ai dit, pour finir cet épisode. Alors, une DA différente, pas toutes les questions quand même. Avec la première, ça rentre dans le même moule que vous. Il y a même un joueur qui est similaire à une question qui a été posée. Puis je vais commencer, puis vous verrez, il y a des questions un peu plus rigolotes. Mais la première, c'est pareil, une question de temps de jeu. Qui va le plus jouer? Il y a Isaiah Joe toujours dans cette question, mais pour moi, je le compare à Jalen Williams. Qui va le plus Bon. jouer, notamment, s'il y a une réponse différente entre saison régulière et playoff, vous avez le droit de la donner. Oh, le hater d'Isaiah Joe, quoi. Ouais, là, c'est un peu trop. Là, oui, non, non. Joe tous les jours. Ouais, 100 fois. Pour les deux, En plus, saison régulière et playoff. Oui. ouais, je pense. Les gars, Jalen Williams, certes, il fait une bonne série face aux Nuggets, mais c'est tout. Hein. Genre, vraiment, c'est rien de plus en termes de temps de jeu. Voilà, Et puis l'année dernière, je il a suis. joué aussi parce qu'il y a eu des blessés au pivot, etc. Ouais, ouais. C'est pas ta priorité au poste 5 ou au poste 4 non plus. Et on l'a dit aussi, bon, il a encore de la chance pour lui, entre guillemets, que Sorber soit blessé, parce qu'il aurait pu être un peu plus en difficulté aussi. Non, mais Joe, je sais qu'on est un peu plus négatif sur lui, sur son développement, et parce que les playoffs de l'année dernière, il n'a pas répondu archi présent, parce qu'il défendait pas, parce qu'il n'a pas mis les tirs qu'il aurait pu mettre des fois, parce qu'on l'a pas utilisé aussi comme on aurait dû. Mais en vrai, sur la saison régulière, il joue. Hein.
Il joue plus de 20 minutes. C'est ton 8e joueur, en vrai, l'année dernière. Plus que Caruso quand il est là, plus que Jay Will, plus que... Donc, non. Il est quand même Il plus joue 74 implanté matchs. dans. Il n'est pas mis de Il côté est, souvent. il est quand même beaucoup plus implanté dans la rotation qu'un Jay Will. On en a parlé d'ailleurs dans la preview quand même. On le met avant. Donc même si Tom, t'as envie de voir Jay Will tous les soirs, ça te regarde. Mais bon, je vais quand même prendre Isaiah Joe. En plus, j'ai pas envie de voir Jay Will tous les soirs avec plus de minutes qu'Isaiah Joe. Ça m'inquiéterait un petit peu. Hater de Jay Will, c'est scandaleux. Non, sur de la régulière, la question est provoque, mais sur de la régulière, Isaiah Joe tous les jours, évidemment. Mais sur les playoffs, pour moi, la question se pose un peu plus quand même. Parce que Jay Will peut tenir des deux côtés du terrain. Là où Joe, il y a vraiment le côté défensif où c'est très compliqué dans des jeux de playoffs. Jay Will, ça dépend contre qui. Hein, Jay Will, Jay mais Will, il y a des match-ups où Jay Will, ça marche. Ça dépend Il n'y en a pas contre qui. beaucoup. Hein. Mais Denver, on les projette assez dans la conférence Ouest. Ouais, voilà, les Nuggets, c'est tout. Houston, par exemple. C'est tout. Houston, tu veux mettre un mec sur Sengun, potentiellement. Un Jay Will, ça me paraît pas déconnant. Un mec sur Adam, c'est sur Sengun, oui, si tu veux. Ouais, voilà. Donc, en playoff, pour moi, il y a plus ouais, c'est plus selon la match-up. En fait, c'est que Joe, on a même dans la tête qu'en playoff, c'est compliqué pour l'instant. Tu peux pas trop le faire jouer. Et Jay Will, selon le match-up, tu vas l'utiliser. Mais tu vas l'utiliser vraiment dans certains cas. En tout cas, à l'Est, je vois pas une équipe où tu lui donnes du temps de jeu. Je suis d'accord qu'à l'Est, il n'y a pas. Vraiment, à l'Est, tu ne le mets pas sur le terrain. Quoi. Même le Magic, Banchero est trop mobile pour. Sur Embiid. En vrai, c'est pas le pire. C'est pas la pire idée sur Embiid. Tu faut costaud. Ouais, sur Embiid, ouais, j'avoue. Après, est-ce que les Sixers vont être en finale NBA? Ça, c'est encore autre chose. Ça, ne nous avançons pas là-dessus. Mais bon, si tu regardes, je sais pas, les Cavs, même si les Celtics étaient à 100%, par exemple, ce genre de trucs. En fait, pour résumer, tu fais jouer Jay Will quand tu fais jouer Jay Will quand en face, tu as des pivots à l'ancienne, très physiques, très au sol, qui peuvent jouer des post-up, en gros. Parce que Hartenstein est sinon le seul à pouvoir défendre et t'as pas envie de mettre Chet sur ces situations-là, t'as plus envie d'avoir Chet qui vient trapper, comme ça a été fait avec Jokic, qui vient en roamer trapper derrière. Donc oui, c'est que ces situations-là où ça fait sens, donc du Jokic, des pivots d'Houston, Sabonis, pire du pire, et encore on a joué au large. Sabonis, Justement, j'allais dire sur Sabonis, pour moi, en plus, il est utile pour réduire l'impact au scoring de ce pivot-là. Jokic, Sengun, c'est les options 1 offensives, où là, Sengun, c'est plus trop le cas avec KD maintenant, mais c'est une option importante. Sabonis, il score pas tant que ça. Donc, je suis pas sûr que sur un Sabonis, ce soit aussi utile de mettre Jay Will. Et pour les playoffs, voilà, Embiid. En fait, c'est vraiment c'est mettre un bœuf contre un bœuf, quoi, en fait. C'est un peu ça. Mais en playoff, tu as plus d'utilité de mettre Jay Will qu'Isaiah Joe. Parce qu'Isaiah Joe, défensivement, je suis très inquiet. Si Isaiah Joe mettait ses tirs et que défensivement c'était pas négatif, là je serais hyper content de mettre Isaiah Joe. Il peut jouer 15-20 minutes, même s'il n'y a pas de souci. Mais malheureusement, sur les 2 dernières campagnes de playoff, c'est compliqué. Donc en playoff, en tout cas, c'est pour ça que j'ai mis cette question. J'irai peut-être plus sur Jay Will, même si ça se débat. Bon, en régulière, par contre, on est d'accord qu'Isaiah Joe, il est trop utile. Il va avoir. Allez, même si on prévoyait une baisse de temps de jeu, il va quand même jouer sa 15aine de minutes. Il va quand même avoir des tirs à 3 points. Donc là, il n'y a pas trop de soucis. C'est osé quand même comme première question. Dedans, directement. Et la deuxième question, alors il n'y a qu'un seul joueur qui est concerné, mais c'est 2 versions du même joueur. Quelle est la meilleure version pour vous qu'il faut voir de Nikola Topic? Topic en attaque performant off-ball ou Topic bon défenseur? Bon défenseur. Tous les jours. Ouais. Tous les jours bon défenseur parce que même si off-ball, il n'est pas intéressant, on sait qu'il le sera on-ball en fait. On sait que s'il a la balle dans la main, il va quand même proposer quelque chose et on va voir, même si c'est brouillon, on va voir de beaux flashs de création, surtout pour les autres, mais même un petit peu pour lui-même. Là où, en défense, on n'a vraiment aucune certitude sur son niveau défensif. On sait que même que pour l'instant, il est pas bon. Donc, s'il est bon en défense, ça sera déjà une bonne marge de franchie pour lui afin d'obtenir des minutes dans la rotation. Donc, après, voilà, du jeu off-ball, là, ça lui ferait quand même déjà une palette offensive un peu plus complète. Mais voilà, jeu off-ball, il faut aussi mettre les tirs. Il y a ça aussi.
qui rentre ça dedans. rentre dedans. Est-ce que si on dit qu'il a un bon jeu off-ball, il rentre les tirs? Ah bah, il est utile sans le ballon, quoi. Donc forcément, il a un peu Ouais, d'adresse. donc il rentre les tirs. Mais Mm. dans tous les cas, je choisis quand même la défense, puisque ok, ici on l'a vu, dès que défensivement c'est compliqué, ta place dans la rotation et ta place sur le parquet est quand même vite remise en question. Bah, c'est ça en fait. T'as envie de dire défense parce que s'il défend pas, il reste pas sur le terrain. Donc déjà, voilà. Donc ouais, qu'il soit correct défensivement. Parce que sinon, bah, il reste pas sur le terrain. Après, comme dit Charlie, bah, si tu développes son jeu off-ball, ça veut dire qu'il met un peu de tir, etc. Donc bon, ça peut être intéressant. Parce que si Topic ne met pas de tir, offensivement, il va pas servir à grand chose parce que jouer le pick and roll quand tu es incapable de marquer un panier, bah, tu vas vite être défendu, pas défendu en fait. Simplement, ça va être du Josh Giddey. Hein. Enfin, faut être honnête 2 minutes. S'il ne joue pas bien off-ball et qu'il met pas de tir, et encore Josh Giddey Et qui défend a pas? prouvé pas mal de choses en NBA. Ouais, défense, ça dépend. Mais a prouvé des choses en NBA sur la création, sur plein de choses, hein, et physiquement, etc. C'est pas le même joueur que Topic. Donc ouais, les deux sont très importants en fait. C'est pas tant le jeu off-ball, je pense que c'est plus le tir en vrai. Ouais. Il faut qu'il soit capable de mettre des points. Mais même si c'est mettre un petit pull-up à mi-distance, quoi. Si tu peux pas faire ça, tu vas être défendu dans la raquette, tu pourras jamais driver. Tes lignes de passe, bah, à part sur transition et autres, elles vont être fermées. Et défensivement, même si t'es bon, il y aura toujours meilleur que toi dans ce roster-là. Hein. Enfin, pas se voiler la face 2 minutes. Donc ouais, j'ai envie de dire défense pour qu'il reste sur le terrain, mais bon, ça peut vite basculer en mode bon, faut qu'il développe de l'attaque parce que là, ça devient trop compliqué. Ah bah, c'est tout le dilemme autour de Topic où le profil du joueur ne matche pas trop avec les besoins d'OKC. Parce que pour avoir du temps de jeu, c'est vrai que on-ball, et moi je partirais plus sur la défense aussi, je vous rejoins, mais c'est vrai que on-ball, il va forcément être intéressant, mais il n'aura pas tant la balle que ça en fait, Topic. Donc il y a des joueurs trop forts à qui tu as envie de donner la balle avant, Shea, J-Dub, Charlie veut la donner à Wiggins, et il a tout à fait raison. Mais voilà, donc c'est pour ça que le jeu off-ball me paraît important, forcément mettre les tirs, mais aussi même faire des coupes, etc., être actif off-ball, parce qu'on a vu des joueurs qui... Il y a des joueurs qui existent, qui sont un peu plantés dans leur corner, et en fait, ils sont pas bons off-ball, pas parce qu'ils mettent pas leur tir, même si c'est un peu le cas, mais juste parce qu'ils sont pas actifs en fait sur le terrain. Donc ici, c'est une équipe qui essaye de mettre du mouvement, surtout en régulière pour le coup. C'est vrai que ça se tasse un peu en play-off, mais tu vois, c'est tout l'intérêt d'un Alex Caruso, par exemple, qui arrive à être positif offensivement, même quand il met pas ses tirs, pour le coup. Parce qu'il bouge, il vient se mettre dans le jeu intermédiaire, prendre le ballon, relâcher la balle à un mec ouvert, ou ce genre de truc. Mais bon, au final, vu qu'OKC, c'est une top défense, il faut que Topic soit pertinent défensivement. C'est indispensable pour jouer. Bah, tu pourrais te dire il peut être planqué, mais ouais, même là, c'est pas dans la politique locale, c'est plus c'est insulte. pas dans la DA, on va dire. Ouais, c'est clair. Alors après, défensivement, il peut être bon rapidement, juste en étant bon off-ball et dans les rotations. Ouais. Tu peux être moyen, comme Joe en soi, tu vois, Joe en saison régulière, ça passe très bien parce que dans l'intensité, dans les rotations, etc., pour le coup, il est intelligent, il sait le faire. C'est juste quand on vient à la NBA, playoff, et que tu prends des grands 1 contre 1 juste physique, là c'est dur pour Joe, mais dans le reste, c'est un bon défenseur, dans la logique, dans plein de choses. Hein. Topic pourrait prendre cette direction-là au moins, je pense, rapidement, vu que c'est un joueur très intelligent, ça pas douter, donc ouais. Ok. Et ben, on va passer à la question suivante. Bon, là, il y a 2 joueurs. Qui doit être, ou sera d'ailleurs, le plus responsabilisé à la création, notamment si on prend playmaking, passing, l'usage même, globalement, mais plus à la création offensive, créer du jeu pour eux, mais aussi pour les autres. J'ai 2 choix, c'est AJ Mitchell ou Aaron Wiggins. Aaron Wiggins. Ouais, quand même. C'est quand même un meilleur joueur. C'est quand même un joueur plus important dans le roster. Franchement, qu'il soit dans la liste ou pas du 6e homme de l'année, c'est ton 6e homme en soi, je trouve, dans le Rolex, dans les minutes, à mon avis, ça risque de l'être aussi. Caruso, quand même. Donner. Ouais, après, Caruso, c'est vraiment spécifique défense, quoi. C'est un rôle différent, mais en soi, Caruso peut aussi être dans la discussion Six Man of the Year. Oui. Mais il va pas y avoir assez de scoring. Mais dans ce qu'il a montré, que ce soit en playoff ou en saison régulière, tu peux pas lui enlever. Tu as envie de le développer encore plus. Aaron Wiggins, tu as envie de le voir encore plus. Il est toujours efficace presque à chaque fois. Enfin voilà. Mitchell, on est plus sur confirmer déjà ce qu'on a vu la première saison. Déjà. Parce
On l'a pas revu sur le terrain, à part en playoff, par des bribes de minutes. Donc non, Wiggins, enfin voilà, je pense que lui, ça peut être un gars que tu gardes dans le futur aussi très longtemps, que tout le monde t'envie parce que tu payes pas si cher que ça et qu'il est là et en fait tu fais ils sont chiants avec lui parce que dès qu'il rentre, il apporte de ouf quoi. Et ces gars-là, tu vas vite les rechercher dans le futur. Mitchell peut être aussi ça, mais on est plus loin dans le processus pour devenir ce genre-là. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler d'Aaron Wiggins? Je sais pas, mais oui, je te rejoins totalement. Tu parlais d'ailleurs du contrat de Wiggins, c'est clairement déjà l'un de tes meilleurs contrats. Il te prend 6,5 % du cap et dans 2 ans, il te prendra que 4,5. C'est un contrat dégressif. Donc, c'est tout bon pour le futur avec Aaron Wiggins. Mais oui, je pense que, comme je l'ai longuement répété, il aura plus de responsabilités, donc plus de usage. Maintenant, tu parlais aussi de la création pour les autres. C'est vraiment là-dessus qu'on va attendre aussi Jay Mitchell, l'année prochaine avec la seconde unit. On attend vraiment que ce soit quand même un porteur de balle qui apporte du playmaking et de la création pour les autres via son jeu de passe qui, de ce qu'on a vu, est intéressant. Mais ouais, Wiggins tous les jours parce que trop de création et balle en main. Voilà, c'est ton troisième meilleur joueur pour l'instant. Si AJ Mitchell fait mieux que Wiggins, soit Wiggins fait une saison horrible, soit on parle presque de MIP pour Mitchell, quoi. Enfin, je sais que lors de la deuxième saison, ça se fait pas trop, mais franchement, là, t'as un joueur, en plus avec sa taille et son poste, qui devient un joueur primordial de ton roster et de ta rotation, quoi. Je me permets de continuer. Déjà, quand on avait ce débat avec Constant l'année dernière de Wiggins ou J-Dub pour avoir un ballon et créer, et on avait vraiment eu ce débat. À un moment, quand J-Dub n'était pas au mieux et tout, on avait vraiment ce débat. Ensuite, je corrige, parce que le vrai 6e homme d'OKC, c'est Cason Wallace, déjà. On l'a oublié dans la liste, mais c'est clairement lui dans le terme de minutes et voilà. Et ensuite, 2 choses sur Aaron Wiggins, c'est déjà s'il continue comme ça, en fait, c'est pas exclu qu'une équipe plus tard qui trade ou qui veulent le payer, mais pour en faire un joueur très important dans une reconstruction ou en lieutenant, un starter vraiment, ou c'est ta 4e option, mais de l'équipe, quoi. Donc, je serais pas surpris de ça s'il continue de se développer et de prouver là, ce qu'il a montré. Après, il arrive dans son prime, donc sa progression sera pas infinie, mais il arrivait tard en NBA. Et puis après, Wiggins, c'est aussi une légende dans l'Oklahoma maintenant après son discours, donc il faut le valoriser. Voilà. Tout à fait. Et si vous n'êtes pas hype sur la saison, allez écouter ça vous chauffe direct. C'est incroyable. Carrément. C'est clair. C'est clair. Ouais. Bon, il a un avenir de speaker OP comme ça. De ouf. Je jure. Alors, pourquoi je posais aussi cette question, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais par rapport au stade de l'an dernier, en fait, c'est que les deux sont assez proches. Bon, en termes de passes surtout, où les deux sont à 1,8 passes de moyenne sur la saison. Wiggins, c'est un usage un peu plus important. Il est à 20% d'usage et Jay Mitchell, il est à 16%. Donc, il y avait un peu plus d'usage pour Wiggins, mais vu qu'à Jay Mitchell, on lui projette un plus grand rôle en termes de création offensive, de l'avoir un peu plus balle en main, etc. C'est pour ça que la question se posait. Maintenant, je suis assez d'accord que pour l'année qui arrive, Aaron Wiggins, je vais dans votre sens, doit être plus responsabilisé parce que c'est... Moi, des mecs qui sortent du banc, c'est lui ton meilleur attaquant. Donc oui. C'est à lui que tu as envie de donner la balle. Et la pré-saison va dans ce sens où Wiggins a pas mal la balle en main. À voir à quel point ça se matérialisera, à quel point Wiggins jouera avec le 5 aussi, hein, parce que s'il joue avec les starters, il a quand même moins la balle. Mais oui, je pense que Aaron Wiggins sera et doit être plus responsabilité qu'AJ Mitchell, en tout cas sur l'année qui arrive. Même si AJ Mitchell, on attend un peu plus de balle en main aussi. Et tu parlais, Pierre, de Wiggins qui devient la 4e option d'une grosse équipe. Je remets ma grosse comparaison de la preview, tu vois, un DeAndre Hunter, que ce soit à OKC ou ailleurs. C'est un truc que Wiggins, il peut atteindre, je pense, tu vois. Si sa progression continue comme ça. Moi, je trouve ça haut quand même en scoring, mais ouais, je vois l'idée. Hunter, il tombe quand même à 18 points. C'est du 17-18 points de moyenne, Hunter. Ça score. Ah ouais, mais en vrai, tu donnes les ballons à Wiggins et les minutes, il le fait, ça. Ouais, mais si tu lui donnes autant de ballons qu'à Hunter, je sais pas si t'es aussi performant aussi. Est-ce que tu es dans une équipe qui gagne? Oui, ça, je suis d'accord. Aux Cavs, oui, mais tu vois, aux Cavs, il est pas à 18-19 points, il est plus à 14-15 points. C'est sûr, aux Hawks, il avait plus de ballons parce que voilà, les Hawks, c'était les Hawks de l'année dernière.
Mais tu vois, aux Cavs, c'est la 4e option. T'as Jarrett Allen, je pense pas que ce soit la 4e option Ouais, cette devant saison-là, Hunter, ouais. tu vois. Mm. Donc, un truc comme Après, ça, c'est atteignable. Aux Cavs, ils l'ont pas mal expérimenté. Enfin, il y a une période d'adaptation. Je pense que Oui, sur c'est l'année qui sûr. arrive, il va scorer un peu plus. C'est sûr Hunter. qu'il y a une période Mais, d'adaptation. Mais tu vois, dans le rôle, ouais, dans une équipe qui va au bout, ça peut être ça, quoi. carrément. Carrément. Bon, bah, avant-dernière question. On repart sur le Dr. Jekyll et Mr. Hyde pour un seul joueur. Là, ce sera J-Dub. Bon, c'est une question qu'on s'est déjà posée dans d'autres podcasts ou quoi, mais on va la reposer quand même. C'est quelle version de J-Dub est la plus souhaitable pour OKC? S'il y avait qu'une seule version à choisir, c'est soit J-Dub est hyper agressif au lancer, enfin provoque beaucoup de lancers, etc. Soit J-Dub est hyper adroit et a du volume à 3 points. Mais tu dois en choisir qu'un. Pour Lequel est le plus OKC, souhaitable? le 3 points, 100 fois. Même si tu as envie de le voir, j'en ai longtemps parlé, j'ai envie de le voir plus provoqué, etc. Mais si il prend du volume et qu'il est adroit à 3 points, tu vas pas cracher dessus, quoi. On l'a toujours dit, OKC à 3 points, ça n'a jamais été notre grande force. Si là, tu as un joueur viable là-dessus avec du volume, c'est compliqué d'aller sur autre chose. Même si, en fait, le mieux, ça serait les deux, quoi. Oui, C'est il n'y a pas de sûr dilemme. que les deux, ça serait le mieux. Oui, mais en fait, genre, presque plus de mid-range, j'ai juste des lancers francs et du 3 points. Voilà. Mais je pense que je choisis le 3 points parce que ben, tu es adroit à 3 points avec du volume, tu produis directement plus de scoring, quoi. C'est des mathématiques. Et en plus, pour OKC, qui est une équipe qui parfois a des difficultés à 3 points, avoir un J-Dub inarrêtable à 3 points, c'est très, très souhaitable. Même si, voilà, j'en ai aussi parlé dans la preview, j'ai envie de voir J-Dub, comme il l'a fait en playoff, être très, très agressif au cercle et donc provoquer beaucoup de lancers. Mais bon, tu as un J-Dub à droit à 3 points, c'est presque inarrêtable, quoi. Eh bien, je sais pas, moi. Je suis pas sûr d'être d'accord. Après, c'est du 3 points en pull-up ou en spot-up? Ah, c'est tout. Du 3 points. Oui, mais C'est du 3 points. c'est quoi? Il devient à droit. Oui, voilà. Bah oui, mais là tu regardes Après, tu regardes part ses du tirs à 3 principe points que aujourd'hui, il prend un peu de pull-up, il prend un peu de spot-up, donc il augmente un petit peu de partout. Donc ça veut dire, pull-up à 3 points, J-Dub, il en prend quand même. S'il est adroit là-dessus, ça devient un joueur Ouais, mais il en mais prend 2, vraiment quoi. inarrêtable. Oui, Parce que il en prend 2, mais moi, ce que je me dis, ça devient une plus grosse arme. ce que je me dis, moi, c'est est-ce qu'OKC peut être champion sans que J-Dub soit à droit à 3 points? Oui. Est-ce qu'OKC peut être champion sans que J-Dub soit agressif et soit un deuxième vrai créateur? Non. Donc, ma réponse par rapport à l'année dernière, elle est que J-Dub, il doit être agressif. Et c'est ça qui t'a fait gagner l'année dernière, parce que quand Shea n'était pas là ou bloqué, bah, l'autre, il te mettait 40 points, et il n'a pas mis 40 points à 3 points. Il a mis 40 points en allant provoquer en plein de choses. Et oui, après, ça a débloqué son tir sur 2-3, sur quelques situations. Mais son beurre n'était pas forcément là-dessus, quoi. Donc en fait, je trouve que tant que tu n'as pas un autre créateur affirmé, on a parlé de Wiggins, on a parlé de Michel, etc., c'est pas encore. Tu peux pas parier là-dessus en playoff et tu peux pas. Voilà. Et ta vraie deuxième option, c'est J-Dub. Pour moi, il doit continuer dans cette voie-là. Et quitte à ce qu'il fasse une saison comme l'année dernière, où il soit moins efficace par rapport à la saison encore avant, mais qu'il devienne plus agressif et tout, moi je prends ça, je pense. Je prends ça. Parce que c'est ça qui te fait plus gagner que le 3 points. Le 3 points, vas-y, il y a peut-être un jour aussi, les spécialistes du roster ou ceux qui font que ça, ils vont mettre un tir quoi, en playoff. Ça va peut-être arriver, quoi. Enfin, et je trouve que tu as potentiellement plus de joueurs capables de te planter des 3 points, normalement, j'entends, que de joueurs capables de faire du J-Dub agressif. Alors après, c'est un autre problème. Si Chet devient un très bon en autocréation pour aller au CR, pour prendre des mid-range, bah peut-être que tu as besoin un peu plus de J-Dub à 3 points, j'entends. Mais pour l'instant, non. Donc je veux un J-Dub balle en main, agressif, voilà, qui joue des pick and roll et plein de choses. Parce que l'année dernière nous a prouvé qu'il fallait faire plutôt ça. Enfin, en tout cas, ça a marché. Oui, je suis d'accord avec toi, mais tu regardes la saison il y a 2 ans où tu as un J-Dub adroit à 3 points. Franchement, il est inarrêtable, il est hyper efficace. Et là Oui. où forcément c'était regrettable, l'année dernière, il augmente son volume, il baisse son efficacité. Si là, il augmente son Mais t'en volume, il augmente surchauffes. son efficacité. Oui, mais là, on fait des hypothèses.
Si là, il augmente son volume, il augmente son efficacité à 3 points, tu fais quoi contre J-Dub? Genre, certes, ok, il est un peu moins agressif au cercle, mais là, sa progression au scoring, elle prend encore une toute autre dimension, je pense. Alors oui, t'as vu OKC gagner avec un J-Dub performant en allant au cercle et en provoquant plus de lancers, mais je pense que tu peux être limite encore plus fort si J-Dub marque ses 3 points avec un gros volume. Mais je te Je rejoins sais dans pas, parce l'idée quand même. que Je te rejoins dans tu l'idée quand reposes même. encore plus, tu reposes encore plus sur lui et Shea, quoi. Je trouve dans cette. Enfin, dans le scoring. Parce que dans la création, ça serait l'inverse. Mais dans le scoring, c'est. Le jour où ils sont pas dedans, bon, Shea, ça arrive jamais. Mais lui. Parce que tu vois, la saison où il est super adroit, bah, en playoff, on l'a attendu, quoi. La super adresse à mi-distance, en pull-up, de Oui, partout, mais elle est jamais arrivée. là, je considère qu'en playoff, il plante aussi. Ouais, ouais. Forcément, s'il plante pas en Après, je suis d'accord playoff, avec toi. je Si fais du l'autre il met preview, hein. tout, il a 50, il a 40% à 3 points en prenant 7 avec des pull-ups et qui, enfin, oui, bon, il était injouable de toute façon dans les deux. Mais je trouve que dans sa progression de carrière et dans ce que tu attends et dans le futur du Thunder, c'est plus important qu'il, pour l'instant, ait de l'agressivité. Ah bah ça, pour le coup, je suis d'accord. Mais là, c'est pour le Thunder. Qu'est-ce qu'il faut? Là, maintenant, si tu dois choisir Ah, je une version maintiens, je parfaite maintiens, hein. de J-Dub, je prends 3 points. Mais de toute façon, j'en ai parlé Ouais, je- dans la preview. Tout ce que j'attends de J-Dub, c'est qu'il soit plus agressif. Parce que son 3 points, bien qu'il ait un bon 3 points, ça sera jamais viable. Ça sera jamais viable. Et alors que attaquer le cercle et provoquer des lancers, ça le sera toujours. Donc, c'est ce que je souhaite. Mais si je dois choisir sur un truc sur le long terme où on sait que J-Dub il va planter, bah, je prends 3 points. Ah, mais là, déjà, c'est autre chose, là. On part sur le long terme, on part sur. Voilà, Ouais, c'est sur autre le long chose. terme, mais déjà sur une saison Mm. et sur une campagne de playoff, c'est déjà pas mal. En fait, le Ouais, truc, c'est que je trouve que driver, à être agressif, avoir des fautes, etc., c'est plus un skill que de l'adresse pure, où les tirs qu'il prend, il est capable de les prendre, c'est juste qu'il faut les mettre dedans. Tu peux te développer ou pas. Le reste, et ce qu'on a vu en playoff, c'est qu'il a développé une compétence, quoi. Il est devenu meilleur. Donc je préfère qu'il développe des compétences que une fausse adresse qui dure pas tout le temps, quoi. C'est plus ça, comment je le vois. Ok. Moi, Tom? j'ai plus dans le sens de Pierre pour le coup. Dans le sens où J-Dub, c'est ton deuxième créateur. Et très souvent, tes stars sont des stars et te font gagner offensivement parce qu'elles te créent des espaces, donc elles sont agressives, qui représentent un danger. Et le lancer franc, en plus, c'est le tir le plus facile à mettre du basket. Mais le spacing, pour moi, tu vas réussir à créer plus de spacing avec un J-Dub agressif qu'avec un J-Dub à droit. Ce qui paraît un peu bizarre, mais c'est que si tu as Shea et J-Dub qui mettent une énorme pression au cercle et qui sont des gros dangers pour provoquer des fautes, mettre des lay-ups, même scorer à mi-distance, bah en fait, les défenses vont se refermer sur eux plus naturellement et les role-players autour qui mettent aucun tir, ils auront des ballons, mais encore plus ouverts, quoi. Ils seront dans un fauteuil pour les prendre, leurs tirs. Donc, moi, je pars plus là-dessus, dans le sens où, hormis quelques exceptions, genre Stephen Curry, c'est une exception, et parce que c'est un joueur unique, hein, pour le coup, c'est lui le spacing, hein, mais il n'y a pas d'autres joueurs qui est capable de peser autant offensivement, notamment au scoring, en étant en premier lieu un shooter à 3 points. Souvent, le gars qui a la balle en main, il essaye de se rapprocher le plus possible de ses spots, du cercle, et d'être pertinent là-dedans. Donc moi, je pars plus sur le J-Dub agressif. Le J-Dub, parce que tu fais tomber des fautes, tu crées plus d'espace pour tes coéquipiers. C'est plus bénéfique, je trouve, d'avoir un J-Dub agressif. Même si après, on est d'accord que s'il a les deux, bon, bah, voilà. mais bon, faut Alors, choisir. alors après, moi, je donne juste un autre élément. Tu mets J-Dub à côté de Luka plutôt qu'à côté de Shea, je prends l'autre option. Parce que l'autre, il crée pour Ouais, 10. Ouais. Mais en fait, quand tu as Shea, qui n'est pas parmi les meilleurs joueurs du monde, c'est pas le plus créateur pour les autres. Oui, il y a des progrès, oui, il y a des passes d'ess, etc. Mais on le sait, souvent, c'est parce qu'il n'a pas pu marquer ou qu'il est pris à deux et qu'il fait des passes quand même plutôt simples. On espère que ça se développe de plus en plus et c'est le cas. Et tu vois, dans ce cas-là, je préfère avoir quelqu'un qui fait de la création quand même à côté de Shea, ou là où tu as un Luka ou un Jokic, vas-y, donne-moi un J-Dub qui met tout, c'est injouable. Enfin, voilà, c'est aussi ça que je prends en compte. Et dans le sens aussi où je considère que Chet, petit à petit, en spot-up à 3 points, il va être pertinent plus que maintenant. Et que du coup, tu auras du spacing par tes autres joueurs et tes role-players, quoi. Et par contre, Chet en création, bah non, t'as rien, quoi. Donc, voilà, c'est aussi ça.
carrément. Question difficile au final, Tom, celle-ci. Qui a créé le débat. Causé du débat. Ouais. J-Dub cause toujours du débat, pour le coup. On va finir avec la dernière question, qui est une question un peu fun, un peu rigolote. On part du principe que les joueurs n'ont qu'un seul skill. Ils savent faire qu'un seul truc sur le terrain. Quel joueur vous gardez selon leur skill, leur action phare, quoi, leur skill préférentiel? Il y a un choix entre deux joueurs, c'est Jay Will qui provoque un passage en force ou Luguensdorf qui provoque un écran mobile. Il sait faire que ça. Tu te dis, je choisis ce joueur que en fonction de son action phare, qui est une action qui détonne un peu plus que les autres. Jay Will, il provoque beaucoup plus de passages en force que la plupart des joueurs de la ligue, et Dort en écran mobile, c'est un enfer pour les adversaires de poser un écran sur Dort. Lequel tu prends si tu ne prends en compte que leur action qui fait un peu dégoupiller les adversaires? Moi, je prends Dort. Ouais, pareil. Parce que la situation où Dort peut créer ça, elle est plus régulière que la situation où J-Dub peut vraiment provoquer un passage en force. Et je trouve qu'elle est encore plus frustrante. En plus, si on part sur ce critère-là, je trouve que c'est encore plus, ça t'énerve encore plus quand ton grand, il va te déblayer un mec loin du cercle, que quand ton joueur va essayer de dunker sur Jay Will et va prendre faute, c'est quand même pas pareil. Et puis, si Jay Will c'est vraiment faire que ça veut dire que t'as un pivot qui ne sert à rien. Honnêtement, qui est juste comme ça. C'est horrible à défendre. Chaque pick and roll, t'es mort. Voilà. Alors que Dort, au moins, Après, Dort, il ne sait provoquer que des écrans mobiles, par contre. Hein. Ouais, mais ça veut dire au moins il est sur le porteur de balle, il le suit jusqu'à l'écran, quoi. Et après, il se jette dans les pieds, mais au moins il l'a suivi tout le long, quoi. Tu vois. C'est vrai, bon, c'est du truc, voilà, mais je prends Dort. Puis ouais, tu disais Jay Will, les situations où il peut provoquer des passages en force, c'est quand même rare dans un match. Tu vois, c'est souvent soit sur des contre-attaques, sur des drives et tout. Enfin, là où Dort, tu le mets sur le point of attack, t'as des écrans à chaque fois. Donc à chaque fois, il peut te provoquer une charge. Donc je prends aussi Dort. Et puis même, je pense que pour les équipes adverses, c'est plus chiant d'avoir un Dort qui te provoque des charges à chaque écran plutôt qu'avoir un Jay Will planté dans la raquette. Et si tu sais que Jay Will, il va faire ça, c'est encore plus facile à contourner, tu vois. Bon, Dort aussi en soi, mais je pense que Jay Will, c'est encore plus simple. Donc je prends Dort, mais j'aime bien la question en tout cas. Alors on est sur attention, hein, c'est du gros pronostic. Hein. Hashtag analyse. Ah ouais. Attention. Là où il y a un truc sur lequel je suis pas d'accord avec Pierre, c'est que je trouve que Dort qui fait ça, c'est très frustrant. En plus, vraiment, c'est un acteur, Luguensdorf, quand il se prend des écrans, c'est quelque chose. Hein. Quand il vole à 3 mètres, alors que le mec, il est tanké, c'est un frigo, le gars. Il vole à 3 mètres dès qu'il prend un écran, c'est quand même assez rigolo. Mais par contre, pour moi, un grand qui provoque un passage en force, c'est hyper frustrant parce que un petit qui provoque un passage en force, tu te dis, il pourra pas me contester au cercle, donc il reste bas sur les appuis. Mais le mec, il fait peut-être pas 2-10, mais il fait 2-8, quoi, Jay Will. Et en fait, le gars, il reste planté comme un piquet et tu lui rentres dedans et il se laisse tomber parce que Jay Will, dans les faits, le contact, il le tient. Il a les capacités physiques pour le tenir, ce contact. Juste, il se laisse tomber parce qu'il va provoquer la faute offensive. Je trouve que c'est hyper frustrant, justement, pour les adversaires. Par contre, je vous rejoins sur le fait que Luguensdorf, tu peux l'avoir un peu plus souvent dans les matchs, ce type d'action, et que, moi désolé, mais le nombre de fans qu'on a vu en playoff rager parce qu'ils disaient oh le flop de Luguensdorf, machin, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est du miel, franchement, c'est du miel en tant que fan de OKC. Je pars sur Luguensdorf aussi, l'écran mobile, mais en termes de flow de l'action et de kiff en tant que spectateur, Jay Will me fait de l'œil un peu. Ouais, ça c'est sûr. Puis, mais après, l'action de Dort, c'est un truc en plus qui fait vraiment rager quoi, les intérieurs. C'est tellement rageant, alors que bon, Jay Will, tu te prends un passage en force, vas-y, c'est moins grave. Et surtout, ça peut arriver à tous les joueurs adverses. Là où l'écran mobile provoqué, ben, ça va toujours être sur le grand, quoi. Donc tu peux clairement le sortir de son match. Donc là-dessus, je prends aussi Dort, tu vois. C'est clair, t'as un mec qui se fait expulser là, juste parce que Dort, il fait la danse aux étoiles. Ouais, c'est ça. Et puis même, tu provoques une faute du grand, si c'est sa 3e, 4e, il défend plus, tu vois. Genre, premier match, Şengün a déjà 3 fautes, il pose un écran à Dort, 4e, et là, tu fais on est au 3e quart-temps, et ben ça change les choses, tu vois. Pas de bol. Faut remettre Capella poste 4. Pas le choix. Et merde. Bon, bah voilà.
Bon, C'était la fin de mes questions. voilà. On a fait le tour des questions de chacun. Bon, c'était assez cool pour finir cet arc preview. Merci, messieurs, pour vos questions. N'hésitez pas en commentaire à vous aussi répondre aux questions. Bon, peut-être pas à toutes, bon, sauf si vous avez envie, hein, mais celles qui vous ont le plus intrigué ou pertinentes ou avec lesquelles vous n'êtes pas du tout d'accord avec nous, ce qui est très possible parce que déjà, on n'a pas été d'accord entre nous, donc c'est très possible aussi. Et puis, ça y est, la semaine prochaine, la saison commence. Donc, pour suivre ça avec nous, abonnez-vous pas partout, toutes les plateformes d'écoute. Encore une fois, YouTube, Twitch, etc. Twitter, bien entendu, où on publie les recaps de matchs et pas mal de petites choses. Aussi le Discord, là, où il y a quelques fans petit à petit qui rejoignent. Donc, n'hésitez pas aussi, où on est présent dessus. Et puis voilà, profitez de votre dernier week-end sans NBA. Voilà, ça sera la fin des week-ends quand vous allez écouter ça, mais nous, c'est le week-end, mais de vos derniers jours sans NBA. Et puis on se retrouve très vite pour le Pony Night avec toute la cérémonie avant le match. Un match qui promet quand même d'être sûrement serré et déjà un gros choc, mine de rien, à l'Ouest, malgré les blessures, etc. Donc un match sûrement à pas louper. Je pense qu'on sera à peu près tous devant celui-là. Ça arrivera peut-être rarement dans la saison, à part en playoff, mais celui-là, on risque d'être devant. Donc profitez bien de ces moments-là. Et puis à bientôt. Salut tout le monde. Et bonne saison tout le monde. Salut.